Aujourd'hui, on va parler du Moyen-Âge. Donc maintenant, nous allons parler du 11e et 12e siècle. Donc, pour parler au niveau de l'art, c'est à peu près la période dite roman. Donc, pour les tissus à cette période-là, on va avoir la laine, le lin, toujours présent, et le drap. On va avoir le futaine. Le futaine, c'est en gros un tissu de fil de coton. On va avoir la soie, due au commerce au niveau de l'Orient, d'où l'influence des Byzantins dans le costume. Et le tissage de la soie, après, sera fait en Europe, en Italie et en France. Des variétés de taffetas, des draps de soie brochés, des teints de pourpre, des brocards, des samis, des draps de soie, des brochets, des mollequins et de la mousseline. Donc on commence à avoir une grande diversité au niveau des matières. Alors que, on a bien vu, durant l'Antiquité, ça reste toujours 2-3 étoffes et c'est tout. Et là on commence vraiment à avoir une grande diversité parce que le commerce là va commencer à vraiment être très important dans notre histoire, surtout en Europe, et donc on va avoir énormément d'influences ou des tissus, etc. qui seront rapportés des autres pays. Donc pour les couleurs, on va voir l'écarlate, le bleu, le rouge, Garance, le brun, le vert, le moire. Et on va avoir du coup au niveau des motifs, c'est souvent uni ou rayé horizontalement. On a aussi des goûts de bariolé, surtout au niveau des vêtements et des manteaux. Donc bariolé, c'est en gros un côté rouge, un côté bleu. Ça peut même être vraiment le haut, par exemple jusqu'ici, ça, là, ici rouge, ici bleu, et puis après en bas, un côté jaune, un côté vert. Voilà, c'est ça le côté bariolé et qui sera très très populaire au Moyen-Âge. Alors, pour vous parler du costume populaire durant cette période, donc on va vraiment parler pour les deux sexes, même s'il y aura des petites variantes forcément pour le costume féminin. Donc les gens du peuple vont avoir une chance courte. Une chance, c'est une chemise en gros. Mais pas la chemise qu'on entend aujourd'hui. Une chemise, c'est plus ou moins en fait une robe, souvent blanche. Sauf que là, on va le voir, sera plutôt dans les tons jaunes. Mais sinon, dans toutes les autres périodes de notre histoire, ça va être blanc. Parce que justement, il y a cette importance du blanc, comme je vous l'expliquais à l'épisode précédent. C'est pour le côté propreté. En fait, les costumes en général ne vont jamais être, ou très rarement, lavés. C'est seulement du coup ici les chasses ou après chemises qu'on va laver parce que c'est ça qui touche le corps. On va avoir également, après la chasse, une tunique qu'on appelle saillon qui va descendre jusqu'à mi-jambe, qui sera munie d'un capuchon ou d'une pèlerine encapuchonnée. Donc c'est une partie qui va venir jusqu'ici et une capuche. Plus des braies en lin ou en poil de chèvre. Donc forcément, c'est quand on veut se tenir chaud qu'on va utiliser celui avec les poils de chèvre. Donc elles peuvent être soit longues, sans chausses, collantes. Donc les chausses, c'est un peu comme des grands bas si vous préférez, mais qui va vraiment monter très très haut. Donc ça, c'est vers le 12e siècle. Sinon, on va avoir la chintz, plus des chausses courtes. Donc, je vous disais que c'était en général très long. On peut avoir des variantes courtes. Donc ça va être en dessous du genou, parce qu'en général c'est plutôt au-dessus. Pour les femmes, attention, ça c'est un détail important. Ce que je viens de vous dire, c'est pour les femmes. Fixées avec des jarretières. Donc là, les jarretières, ça va être surtout en fait un peu comme un ruban, quelque chose comme ça, on va venir serrer au-dessus du mollet et en dessous du genou. Donc ça, c'est plutôt ça la jarretière, à cette époque du moins. Et haute pour les hommes. Les hommes, en général, c'est toujours haut, qui va même jusqu'à l'enfourchure, donc c'est entre les jambes. Qui sera attaché ou braillé par des aiguillettes.
Donc les aiguillettes, en gros, c'est des cordons plus des ferrets. Donc les ferrets, c'est... Nous, on finit nos lacets avec une espèce de bout de plastique. Eux, c'était une petite pointe, on va dire, où il y avait un trou pour glisser le lacet et ça venait finir le lacet. Donc ça, c'était souvent en métal, etc. Enfin, voilà, c'était entre guillemets fait par un forgeron. Donc ces choses peuvent être unies ou décorées. Et souvent, c'était plutôt pour les prélats et les seigneurs, forcément. Donc avec ceci, on va avoir le braillet qui est en fait une ceinture qui retient les braies et les chausses en même temps. On va avoir ici également avec tous ces éléments-là que je viens de vous dire, on va avoir le pelisson qui est un gilet matelassé en fourrure avec de la fourrure souvent sur les bords qui sera porté du coup avec la chintz et le bliot. Le bliot, c'est un peu un équivalent de... C'est un peu comme un t-shirt actuellement si vous préférez. C'est quelque chose de très long, avec les manches longues qu'on vient mettre au-dessus de la chintz. C'est un peu vraiment quasi la même découpe en fait, sauf que ça c'est vraiment un tissu, un vêtement de dessus et la chintz c'est toujours un vêtement de dessous qui sera soit uni ou ouvert pour l'équitation. Parce que forcément, c'est, comme je viens de vous dire, c'est la chintz, c'est une chemise, mais comme si c'était une robe, donc c'est long. Le bliot, c'est pareil, c'est quelque chose d'assez long, donc forcément, c'est plus facile d'avoir un bliot ouvert quand on va faire de l'équitation, donc forcément sur les côtés. Parce que sinon, on est un petit peu trop serré, ça peut être vite compliqué quand on fait de l'équitation. Donc il va quand même être plus ou moins court, donc au-dessus du genou au début de la période. Et ça va le rester pour les classes laborieuses, forcément, vu qu'il y a ce côté pratique. Un paysan, il va s'habiller pas à la dernière mode. Lui, c'est seulement ce côté pratique pour pouvoir travailler. Donc forcément, le côté court va rester dans les classes laborieuses. Et plus long, vers le XIIe siècle pour les classes dirigeantes. Après 1050, on va avoir les manches du coup du bliot qui va s'élargir, qui va devenir longue en entonnoir, ouverte pour montrer la chintz qui là va être ornée. Parce que quand ça reste un vêtement de dessous, mais des fois on va le montrer comme à la Renaissance, etc. Les chemises, des fois on les montre. Et ça montre aussi la richesse si on a une chintz ou après une chemise ornée. Et forcément, quand elle est ornée, on va vouloir la montrer. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas après 1050. Donc avec tout ceci, on va avoir la ceinture ou une cordelière qui va être soit de soie, de laine ou de cuir. Et c'est là où on va pendre l'aumônière. Donc l'aumônière, beaucoup vont voir directement à quoi ressemble une aumônière. Pour ceux qui ne vous verraient pas, qu'est-ce que c'est une aumônière? C'est un peu comme une bourse et qu'on va venir serrer en haut et souvent ça va être orné, il va avoir des broderies, etc. C'est l'ancêtre du sac à main en fait, tout simplement, mais ça reste quelque chose d'extrêmement... C'est entre la bourse et l'utilisation du sac à main. Donc cette ceinture va également servir à attacher le bliot des messieurs. Pour ce qui est des manteaux, on va avoir donc le chlamyde qu'on retrouvait chez les Byzantins et au tout début chez les Grecs. Donc ça reste en gros un équivalent de grande cape qui est semi-circulaire pour les femmes et surtout rectangulaire pour les hommes. La chlamyde aussi peut avoir un autre nom, c'est le pallium ou pallium. Donc la chlamyde, comme chez les Grecs et les Byzantins, va être attachée au niveau de l'épaule. Donc ce manteau-là est surtout nécessaire, si on peut dire, pour les classes dirigeantes et surtout les nobles. Pour parler de quelques variétés qu'on a chez le costume féminin, parce que comme je vous l'ai dit, il y a certaines choses qui est utilisée chez le costume des hommes qu'on va retrouver chez les femmes. Mais du coup, pour revenir sur les costumes des femmes, donc comme je vous disais, il y a la chintz, toujours, qui peut être soit en lin, soit en chanvre, soit en soie. Pareil pour les messieurs. Qui, forcément chez les femmes, va tomber au niveau des pieds et qui, des fois, sera finement plissé.
Elle sera ornée au niveau du col, au niveau du poignet, des poignets, par des fois des légères broderies ou du galonnage, ou des galonnages d'or. Donc ensuite, on va avoir le bliot également. Ici, le bliot, c'est un corsage ajusté qu'on appelle guibe ou guibon, qui sera donc très collant au niveau du buste et au niveau des hanches, et seulement ça va s'évaser après les hanches, qui va être agrafé ou lacé sur les côtés. Souvent, ça va être gaufré, donc c'est vraiment un peu des espèces de tout petits plis. Ou en soie de crépelis, avec des manches longues, ornées de garnitures bouillonnées. Donc en gros, ça va être des fréseaux ou d'or froid. Donc d'or froid, c'est des broderies de plaques d'or ciselées, avec des pierres précieuses qui seront enchâssées. Donc on va avoir des fois des manches qui sont parfois si longues, enfin qui vont être très très longues et qui vont être ajustées au niveau du bras et larges au niveau de l'emmanchure. Donc ce bliot, donc la jupe est très longue, qui sera très longue surtout au niveau de l'arrière, et donc ce tissu, pour la jupe on va utiliser surtout des tissus longs, des tissus souples et légers. Avec tout ça, on va avoir des ceintures d'étoffe qui vont être ornées d'or froid ou tressées, faisant de doubles tours au-dessus ou en dessous du ventre, et qui va être noué, donc qui va être après noué et qui tombe presque au niveau des pieds, avec des bouts pendants et des fois baignés de métal précieux à un intervalle régulier, ou encore une corde avec juste des bouts pendants. Avec tout ceci, on peut porter le tout premier corsage que on va appeler ici doublet, qu'on va porter sur la chинce. Donc ça reste quand même un vêtement de dessous, donc c'est vraiment le tout premier, quasi, si on peut dire, corsage de l'histoire. Pour les accessoires, donc l'or froid, c'est un galon orfévré brodé de plaques de métal où il y a des pierreries, qui donc, comme je vous l'expliquais, qu'on retrouve souvent pour décorer les bliots et les manteaux. L'or froid après va commencer à disparaître au XIIe siècle. Ensuite, on peut aussi porter des gants, donc ça c'est unisexe, qui est souvent décoré très luxueusement. Décoré très luxueusement. Pour les chaussures, ça va être des pigaches. C'est en gros des chaussures très souvent en cuir. Ici, bout pendant. Des escapins, si je prononce bien. Ce sont donc des souliers légers qu'on va plutôt porter à l'intérieur, mais on va pouvoir l'accompagner de socques pour sortir. Ou on a également une troisième paire, des brodequins à courte tige. Et tout ceci est très régulièrement en cuir. Pour parler des coiffures, on va avoir pour les dames, nous allons avoir la guimpe. C'est une pièce de toile qui encadre le cou, un peu le même principe que j'ai ici, portée par les veuves et les religieuses en général. Pour les messieurs, on va avoir le bonnet phrygien, qui va avoir des pointes qui vont être rabattues en avant. Ensuite, pour parler des cheveux des messieurs, ça va être souvent long et court, brisé en boucle, et on va aussi porter la barbe, surtout entre 1140 et 1180, qui va être divisée en petites mèches, qui sera enroulée de fil ou de ruban d'or, qu'on va appeler barbe galonnée. Pour les femmes, pour les cheveux, ça va être souvent coiffé avec une raie médiane, tombant en torsade, qui sera enroulé de ruban, et c'est vraiment des cheveux très longs. Donc les cheveux seront donc maintenus pour les femmes au niveau de la nuque. Pour les hommes, on va avoir un ruban qui peut être posé au niveau des cheveux, qu'on va appeler le chapelet.
Et pour les femmes, on va avoir le diadème orfévré, un peu inspiré des byzantines, qu'on va appeler tressoir. Et avec la couronne aussi, le diadème, on peut très souvent d'ailleurs porter ça avec un voile circulaire de soie transparent.